C'est une nouvelle ère qui s'annonce pour la MCB après le départ à la retraite de ses deux CEO, Pierre Guy-Noël et plus récemment Alain Lormine. Alors, enter Jean-Michel Ning-Sung en mars de l'année dernière comme CEO du groupe, suivi de Thierry Hébraut qui prend les rênes de la MCB le 1er janvier de cette année. Alors, ce tournant dans l'histoire de la MCB n'est pas qu'une question de personnes. La stratégie internationale déjà bien enclenchée sous l'ancienne administration prend désormais une place plus centrale dans la stratégie de croissance de la MCB. D'ailleurs, le CEO Hébraut annonce dès son arrivée des axes de transformation pour passer à l'étape supérieure. Alors, qu'est-ce que cette étape supérieure augure pour le pays, pour la région, pour vous, stakeholders, pour vous, clients, et pour nous, employés de la MCB? Eh bien, nous allons poser toutes ces questions à Thierry Hébraut. Bonjour Thierry. Bonjour Dipa. Merci de nous rejoindre. Merci à toi. Alors, CEO depuis le 1er janvier, mais qui est Thierry Hébraut? C'est intéressant, c'est une question qu'on m'a posée il n'y a pas très longtemps. Et j'ai réfléchi un peu à qui j'étais et je pense qu'on est la vie qu'on a eue. Et si je dois résumer ma vie, c'est 22 déménagements, 10 pays dans lesquels j'ai vécu depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, de Madagascar à Maurice, en passant par l'Europe de l'Est, l'Asie, l'Afrique du Nord. Et ça fait toute la passion de ma vie professionnelle, personnelle, de cette découverte du monde et des autres. Je sais que ta nomination t'a un peu pris par surprise, mais dis-nous, quelles sont donc les qualités requises pour être un CEO d'une banque comme la MCB en 2024? Et ça appelle à beaucoup de respect. Respect de qui nous sommes, de qui est la banque, de son histoire. Ça appelle à beaucoup d'humilité. Quand on pense à la lignée des CEO qui ont dirigé cette banque. Et puis, ça appelle à beaucoup de volonté. Parce qu'on ne peut pas juste passer, on doit apporter sa pierre à cet édifice qui est MCB. Donc pour moi, c'est les trois qualités principales avec une vision de où on veut amener la banque pendant son propre mandat. Donc voilà ce que je pense des qualités fondamentales qu'on doit avoir pour réaliser ce job. D'accord. Ce boardroom mythique du 13e, ce lieu évoque le passé de cette institution, alors que le narratif de la MCB aujourd'hui s'inscrit vraiment dans l'avenir. Mais comment est-ce que toi, tu réconcilies ces 185 ans d'histoire? C'est quoi la MCB pour toi? C'est justement, je dirais, toute la problématique, mais tout l'intérêt de cette banque et de ce qu'est MCB. C'est qu'on ne peut pas imaginer l'avenir d'MCB sans tenir compte de son passé et de son présent. Ouais, c'est absolument fondamental. Donc MCB, c'est une institution qui est dans l'intimité de l'économie, de la culture, de l'environnement mauricien. Et ça, ce sont nos racines dont on doit toujours se souvenir et qui nous ont permis ensuite d'aller vers ces développements futurs de l'international et de ce qu'elle devient aujourd'hui et jusqu'où elle ira. Ne jamais oublier notre histoire, notre existence, l'implication totale dans le secteur économique mauricien. Et souvent, j'ai une boutade en disant ça, si MCB s'enrhume, Maurice tous. C'est ça la réalité de MCB. C'est pas faux. Donc où est-ce que tu la vois dans les années qui viennent? C'est quoi ta vision en tant que CEO pour cette banque? Écoute, avant d'avoir une vision, il faut comprendre d'où on vient et quelle a été la transformation de ces dernières années de MCB. On est la première banque de ce pays. Il y a une vingtaine d'années, on est devenu une banque régionale avec nos développements à Madagascar, aux Seychelles, aux Maldives, à La Réunion, au Mozambique. Il y a une dizaine d'années, on a commencé notre développement sur l'Afrique, sur un métier très spécialisé qui est le pétrole et le gaz. Et depuis 5 ans, on a entamé cette dernière transformation d'internationalisation où on est devenu petit à petit une banque africaine avec des activités en Afrique. Donc quand je réfléchis à cette transformation, ma vision, c'est d'abord comment j'organise une banque qui était une banque mauricienne en une banque régionale. Et maintenant, j'ai deux banques. J'ai une banque mauricienne, régionale, et une banque internationale spécialisée. Donc, ma première considération, c'est
comment je réorganise la banque pour qu'elle puisse répondre aux besoins de nos clientèles, autant d'un point de vue local, régional, que d'un point de vue international. On a un travail à faire sur cette question-là. Vaste chantier, nous y reviendrons. Une des plus grandes fiertés de la MCB est le rôle qu'elle a joué dans le développement de ce pays. Mais aujourd'hui, le contexte est autre, les besoins du pays ne sont plus les mêmes, le focus de la MCB a changé, comme tu viens de l'expliquer. Et donc, toi qui es dans la maison depuis 2019, raconte-nous un peu cette évolution. Tu as commencé ta réponse, mais explique-nous où on en est. Alors, je vais juste d'abord rappeler, Alain Lomil, mon prédécesseur, me rappelait régulièrement l'importance de l'MCB dans la transformation du pays et de l'économie mauricienne. Et il me rappelait le secteur du textile. Alors c'est vrai, ça nous remonte à 30 ans en arrière, mais c'est une expérience très intéressante, puisque MCB a été la banque de financement du textile quand le textile a été lancé à Maurice. Et intrinsèquement, c'est un secteur qui a été compliqué, difficile, avec des impacts financiers négatifs pour la banque. Mais en vérité, c'est un secteur qui a transformé également l'économie mauricienne parce qu'il a permis l'émergence d'une classe moyenne mauricienne. Et aujourd'hui, nous bénéficions de cette classe moyenne, étant la première banque du pays. Donc on ne doit jamais s'interroger sur l'immédiateté de ce que l'on fait, mais sur notre impact sur l'ensemble de notre pays. Donc pour moi, ça c'est un élément fondamental d'MCB, c'est d'être intriqué dans le développement du pays. Plus récemment, je parlerai du Covid. Nous avons traversé une situation qui était absolument catastrophique, qui aurait pu être dramatique pour le pays. Absolument. Et en fait, nous avons joué notre rôle de soutien à l'économie avec l'aide du gouvernement, il faut le dire, l'aide des autres banques, pour soutenir l'économie qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes repartis dans une économie florissante à Maurice. Le tourisme a repris, les activités commerciales ont repris, le secteur de la construction se porte bien. Voilà, donc c'est ça notre rôle intrinsèquement sur notre pays. D'accord, mais est-ce que les grands enjeux du pays sont les enjeux de la MCB? J'ai en tête, disons, le mix énergétique qui découle des engagements pris par le pays à l'étranger. Je pense au plan d'action du gouvernement sur l'économie circulaire. Quelle est la stratégie de la MCB face aux grands enjeux du pays? Comme je le disais, c'est un accompagnement. Et nous avons bâti notre stratégie sur 3 piliers. L'internationalisation, j'en ai parlé, la digitalisation, qui est quand même une transformation sur les 5 dernières années pour devenir une banque digitalisée, beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide dans notre capacité de traiter les besoins de nos clients, et une banque responsable. Et ce dont tu me parles, c'est vraiment ce dernier point. Nous avons lancé il y a 5 ans en arrière, donc quand j'ai rejoint MCB, cette stratégie du Success Beyond Number. Et ce Success Beyond Number s'est transformé petit à petit par des engagements pris par la banque, par beaucoup de communication et plus récemment, après Covid, par des actions effectives, concrètes de support à la transition énergétique, à la transformation de l'économie par Local is Beautiful, comment on aide à développer des business locaux à Maurice plutôt d'être un importateur, comment on assiste les entreprises mauriciennes et l'État mauricien dans sa transition énergétique. Nous avons mis en place des lignes de financement favorisées, aidées avec des conditions préférentielles pour financer la transition énergétique, mais également l'adaptation mauricienne à un risque climatique qui n'est plus un risque, qui est une réalité. Je prendrai l'exemple de l'érosion des plages à Maurice, qui est une catastrophe pour le pays si on n'y prend pas garde, si on ne travaille pas dessus. Qu'est-ce qui attire le touriste à Maurice? Ce sont ces plages magnifiques. Si elles disparaissent, on perdra 25% de PIB de ce pays. Donc tout ça fait partie du support qu'on doit à notre pays et en accord avec nos clients, nos entreprises qui sont, je dirais, le pendant de notre financement, de notre application financière. Ces entreprises aujourd'hui réalisent cette transition et cette transformation du pays. Voilà. Je t'écoute et je me dis que ton expérience issue de tes nombreux postings à l'étranger doivent effectivement te donner une perspective intéressante sur toutes ces questions. Raconte-nous un peu cette expérience multi-pays. Alors, comme je le disais dans ta première question, cette expérience a été pour moi une découverte du monde et du gap culturel dans lequel on est exposé. J'en tirerai quelques observations.
D'abord, la place de la femme dans le monde et dans le monde du travail. Okay. C'est extrêmement intéressant de voir que si on est en Inde, si on est en Thaïlande, si on est en Russie, si on est en Pologne ou en Espagne ou en Égypte, comment la place de la femme s'est développée. Et il est intéressant de remarquer que nos préoccupations du gender à Maurice sont celles qu'on rencontre absolument dans tous les autres pays, quels qu'ils soient, quelle que soit leur culture. Donc ça, je dirais, c'est un succès, mesdames, que vous avez réussi à imposer, de vous dire, nous sommes membres à part entière de la communauté humaine et nous devons jouer notre rôle en plein. Première observation. Deuxième observation, elle est très différente, c'est-à-dire comment moi j'étais positionné dans mon rôle de banquier international. Je représentais l'une des plus grandes banques internationales, mais dans chacun des pays dans lesquels j'étais sur une niche de marché. Donc j'étais la très grande banque avec des petites équipes, des petites opérations. Ici, MCB est une banque de taille moyenne à la taille mondiale des banques. C'est une grande banque africaine, mais on est la banque principale de ce pays. Et donc les obligations ne sont pas les mêmes. L'implication est absolument différente. On n'a pas le droit de se désintéresser de ce qui se passe dans notre pays. C'est ça la différence. Oui. Et donc tu as aussi passé un peu de temps en Russie, c'est ça? Oui, en effet. Bien, je vais te raconter cette histoire. Donc tu sais, j'ai vécu 7 ans à Moscou. Et c'est pour moi probablement la plus belle ville dans laquelle, et la ville la plus extraordinaire dans laquelle j'ai vécu. Avec beaucoup d'animation, avec beaucoup d'esprit de fête, d'amitié, de célébration. J'ai vraiment adoré cette ville. Alors c'est vrai que ce qui se passe aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie est absolument terrible. Je crains ce qui est en train de se passer, les impacts que ça pourra avoir, tant personnel que d'un point de vue de l'économie mondiale. Cette situation géopolitique, quelque peu compliquée, est-ce que ça a un impact sur nos opérations? Alors sur nos opérations, oui, ça ne peut pas ne pas en avoir, en particulier parce que Maurice est un pays importateur, que cette guerre a entraîné une augmentation des coûts des matières premières, une augmentation des coûts des transports, de la logistique. Nous importons pratiquement tout ce que nous consommons à Maurice, donc forcément tout ça est extrêmement impactant globalement. Maintenant, Maurice est protégé également par la structure de son économie. Le tourisme a repris de façon absolument incroyable. Et donc aujourd'hui, on ne souffre pas trop de cette situation. Maintenant, combien de temps ça va durer? Quelles seront les évolutions de ces conflits? Est-ce que le conflit israélo-palestinien qui vient de se greffer en partie sur celui-là aura des impacts additionnels? C'est ces questions qu'on doit se poser. Absolument. Et donc, la MCB s'est internationalisée depuis tellement d'années, mais c'est clair que cette stratégie a pris une autre dimension ces derniers temps, et les chiffres parlent d'eux-mêmes avec 84% des profits réalisés l'année dernière qui viennent de l'international. Parle-nous de cette stratégie et de ce que cela représente pour l'avenir de la banque. Alors, cette stratégie, elle avait été dessinée par Alain, mon prédécesseur, avec, je dirais, les 3 piliers de la stratégie: internationalisation, digitalisation et banque responsable. On a déjà parlé de la banque responsable. L'internationalisation, comme je disais, elle a commencé il y a une vingtaine d'années avec une régionalisation de nos opérations sur les pays de l'océan Indien, développement sur des marchés de niche en Afrique avec le pétrole et le gaz. C'est devenu de plus en plus une banque internationale africaine avec, je dirais, cet apport de l'Afrique. Alors quand on dit que 80% de nos résultats viennent de l'international et de l'Afrique, n'oublions pas que dans ces résultats, une partie vient du global business mauricien. Et c'est vraiment lié au fait que Maurice est un IFC qui fait qu'on a développé également cette activité locale mauricienne. Donc, je dirais cet environnement de Maurice IFC, ce positionnement de plaque tournante entre l'Asie, l'Europe, le Moyen-Orient, les États-Unis également, qui utilisent Maurice comme plaque tournante dans leurs investissements, dans les flux commerciaux et financiers vis-à-vis de l'Inde, vis-à-vis de l'Afrique, nous positionne de façon exceptionnelle. C'est ça qu'on utilise dans notre stratégie de développement international et africain. D'accord, mais comment est-ce qu'on réconcilie ces deux banques? Je veux dire, d'un côté, tu as cette banque éminemment mauricienne, que, comme tu l'avais rappelé l'autre jour, la commerciale, et de l'autre côté, tu as cette banque
qui n'est pas juste tournée vers l'international, mais qui est internationale. Comment est-ce qu'on réconcilie ces deux? La réconciliation elle est très facile parce que nous ne serions pas capables de faire ce que nous avons fait à l'international si nous n'étions pas ce que nous sommes à Maurice. D'accord. Donc il y a une relation extrêmement forte entre la Banque mauricienne, les moyens que la Banque mauricienne a donnés à la banque en général pour pouvoir appuyer son développement international. Et il ne faut pas considérer que cet équilibre des résultats 80-20 serait la considération qu'on a pour une banque par rapport à l'autre. Les deux sont intimement liés, sont imbriqués et on ne peut pas continuer notre développement international si on ne reste pas cette première banque mauricienne. Et donc on doit donner des moyens à ces deux banques. On doit professionnaliser, on doit certainement spécialiser, mais n'oublions pas que ces deux banques sont intimement liées et l'une ne peut pas exister sans l'autre et vice-versa. D'accord. Mais quelle est l'identité de cette banque en Afrique, par exemple? Nous sommes une banque de market niche en Afrique. Et donc on est identifié, on est connu sur des marchés très spécifiques. Je prends le pétrole et le gaz dont je parlais tout à l'heure. Nous sommes la première banque africaine sur le pétrole et sur le gaz. Et nous n'avons pas honte d'être cette banque-là, parce que quand on parle de pétrole et de gaz, on dit oh là là, fossil fuel. La vérité, c'est que l'Afrique a besoin d'un mix d'énergie, dont les énergies fossiles, et que si les banques de l'hémisphère nord de cette planète se détournent du pétrole et du gaz, on aura un effondrement de l'économie africaine, on ne sera pas capable d'accompagner la transition. Donc, market niche, sur les dernières années, on a beaucoup développé également nos activités sur les investisseurs, les private equity funds, et nous devenons une banque visible. La semaine prochaine, je suis à Johannesburg, à la conférence de l'AFCA, où nous sommes une banque visible en Afrique du Sud, alors que des grandes banques africaines sont sud-africaines. Mais nous serons effectivement extrêmement visibles pour les investisseurs, les private equity funds qui nous connaissent et qui savent quelle est la compétence, la qualité, la spécificité de nos offres sur ce secteur-là. Voilà. Donc il faudra juste apprendre à assumer nos multiples identités. Absolument, absolument, et s'organiser pour qu'on donne les moyens respectifs à chacune de ces activités et chacune de ces banques. D'accord. La banque locale et la banque internationale. Oui. Donc tu es à Maurice depuis 5 ans, c'est ça? C'est bien ça. Alors, faciliter l'implantation des professionnels et investisseurs étrangers, je n'ai pas sans le savoir, est une des stratégies de croissance du gouvernement. Alors, quelle a été ton expérience à ce niveau? J'ai découvert en arrivant à Maurice le Global Business, Maurice IFC, et je dois avouer que la stratégie du pays d'avoir développé ce centre financier international a été une transformation certainement de l'économie et du positionnement de Maurice en Afrique. Aujourd'hui, mon analyse, c'est qu'on est le seul vrai centre financier international qui apporte à Maurice vraiment une capacité de développement extraordinaire. On est loin d'être arrivé au bout. Alors cette nouvelle banque que nous évoquions un peu plus tôt, et nous sommes ici dans la Mecque de cette nouvelle banque, dans les locaux du Financial Market. Alors cette banque, elle est sophistiquée, elle est spécialisée, elle est agile et surtout, elle ne fonctionne pas du tout comme cette banque traditionnelle que nous connaissons tous à Maurice. Racontez-nous cette nouvelle banque. Alors, je ne dirais pas que c'est une nouvelle banque, je dirais que c'est une extension de nos activités par rapport à l'évolution de notre clientèle de plus en plus spécialisée, internationale, dont les besoins ont évolué et on a développé pour répondre aux besoins de cette clientèle, sophistication de nos produits, de nos services. On est effectivement ici dans une salle de marché. C'est pas nouveau, c'est que simplement l'approche de notre clientèle, celle-là est nouvelle, c'est plutôt un mindset transformé pour répondre au mieux et de façon le plus efficace possible aux besoins de nos clients, particulièrement internationaux, mais mauriciens, puisque les Mauriciens sont de plus en plus internationaux également, et donc ils ont les mêmes besoins. Voilà. D'accord. Donc, avant le Covid, l'idée qu'une entreprise, et encore moins une banque, puisse fonctionner à distance était farfelue. Mais depuis, une grande partie des opérations de la MCB peuvent s'opérer, bien évidemment en dehors des transactions de caisse, peuvent s'opérer à distance et d'ailleurs opèrent à distance quand il le faut. Qu'est-ce que cette expérience a changé dans le mode de fonctionnement de la banque? Alors, cette expérience du Covid nous a appris qu'on pouvait travailler de la maison, work from home. C'est vrai, et on s'est organisé pour le faire.
Après Covid, on s'est beaucoup interrogé. Est-ce qu'il y a un new normal où on travaillerait de la maison partiellement, totalement? Et en fait, la vérité, c'est que petit à petit, ce que l'on observe, c'est qu'on a besoin d'être ensemble, on a besoin d'échanger. Tout le non-dit, tout l'immatériel de la relation humaine disparaîtrait si ça ne faisait qu'au travers des écrans. Donc pour moi, aujourd'hui, il est très clair que le work from home, c'est une facilité. Quand on en a besoin, on sait qu'on peut le faire. Ouais. Mais bien, on a besoin également d'être en connexion avec ses collègues, avec nos clients. Et si on imagine un monde qui ne se passerait qu'au travers des écrans, on perdrait toute la notion d'humanité. D'ailleurs, il y a des secteurs où on ne peut pas travailler de la maison. On prend le secteur du retail, les agences, on est obligé d'être face à nos clients, de pouvoir les servir. Voilà, c'est un secteur qui, par définition, ne peut pas travailler par remote en dehors de la maison. Mais parlons-en justement, Thierry, de ce secteur du retail. Quelle est la vision de la MCB pour ce qui est au final le socle de la MCB à Maurice? C'est exactement ça. En fait, la banque de détail, c'est notre image fondamentale de la banque à Maurice. Tous nos clients rentrent dans nos agences. Ouais. Les clients particuliers, les clients du private banking, les clients du business banking, les clients du corporate, les dirigeants de nos grands groupes rentrent dans nos agences et donc c'est fondamental la perception que nos agences donnent à toute cette clientèle. Donc la banque de détail pour moi, elle est essentielle dans notre dispositif. Alors nous nous retrouvons ici au lounge du business banking dans un cadre magnifique qui, je pense, illustre bien l'importance qu'accorde la banque à ce segment de PME et de MME. Qu'est-ce que ce segment t'inspire? Je pense que c'est une transformation qu'on a faite chez MCB depuis 5 ans à peu près, avec la création du business banking, pour justement avoir une approche dédiée sur cette clientèle. Et on a développé Local is Beautiful, on a développé Punch, cette plateforme qui met en relation nos clients dans leurs besoins, dans les possibilités de business qu'ils peuvent faire ensemble. On est un acteur majeur de Made in Maurice. Donc tous ces éléments-là sont le support de cette clientèle qui irrigue l'économie mauricienne. Les grands groupes sont les donneurs d'ordre, les petites et moyennes entreprises sont celles qui font bouger l'économie de ce pays et qui irriguent l'économie de ce pays. Pour moi, c'est extrêmement important qu'on ait réussi cette transformation, la création de cette unité dédiée, spécialisée. Je pense qu'on a encore beaucoup à faire et il faut qu'on soit sûr qu'on serve les clients avec la qualité de service qu'ils peuvent attendre. Alors, tu parlais de qualité de service plus tôt. Alors, mais c'est quoi au juste cette notion de customer experience? Écoute, qualité de service, customer experience, on pourrait penser que c'est la même chose. Ouais. En fait, customer experience, c'est une évolution qui prend en considération, qui écoute les besoins du client, qui écoute le client. Et ça, c'est extrêmement important. On avait une notion de la qualité de service qui était de dire nos clients ont besoin d'eux et ont développé des offres et des services qui pouvaient répondre à ces besoins. Ouais. Aujourd'hui, on interroge nos clients, on leur demande ce dont ils ont besoin, quelles sont leurs attentes, et on développe cette approche ensuite de répondre à leurs attentes. C'est ça, à mon avis, le customer experience. Alors, tu as commencé ta carrière de banquier il y a quoi? Un peu plus de 35 ans, c'est ça? 38 ans. Et j'imagine que c'était pas du tout la même chose. Ah bah, pas du tout le même monde, on est passé de la diligence à la fusée. Quand j'ai commencé à travailler, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas de smartphone. Ouais. On écrivait nos demandes de crédit à la main, on les donnait à la secrétaire à être frappé. Donc c'est un monde qui a complètement changé. On avait le temps. Oui. On avait le temps. Aujourd'hui, c'est une accélération du temps. Et les technologies ont beaucoup changé ça. C'est clair. Et quels ont été, disons, à un niveau personnel dans ta carrière, les plus gros chamboulements? C'est la transformation de notre métier. Ouais. Quand j'ai commencé à travailler, il n'y avait pas de compliance, il y avait très peu de régulation finalement. Donc il y a eu des grands moments de transformation, de changement qui sont liés d'abord à la crise des subprimes, il faut s'en souvenir, 2008, qui a été un des grands moments de renforcement des régulations sur le secteur bancaire. Ensuite, en tant que banque européenne, banque française dans laquelle je travaillais, on a eu la crise de l'euro en 2011, qui a été une deuxième transformation fondamentale pour le secteur bancaire européen. Ça, c'est des changements réglementaires. Ouais. Après, il y a eu bien évidemment les changements technologiques.
la digitalisation de nos opérations a été une vraie révolution de nos opérations, de la façon de procéder. On est devenu comme une industrie lourde et on avait beaucoup trop à ce moment-là de staff. Mais ce qu'on n'a pas su faire, c'est convertir nos staffs de production vers les ventes. Je crois que ça, c'est l'un des changements qui s'est produit. Globalement, le monde bancaire a été pas très bon dans son adaptation. Et aujourd'hui, quels sont les nouveaux changements? Et c'est ce à quoi on doit faire face. Ils sont encore technologiques, c'est les fintech. C'est des disruptions dans nos façons de faire et de travailler. Les paiements aujourd'hui sont de moins en moins faits par les banques, de plus en plus faits par les telcos ou par des agrégateurs de paiement qui ne passent plus par SWIFT, qui passent par d'autres moyens. Je pense que les cryptocurrencies vont être une transformation majeure d'une partie de nos métiers, et particulièrement quand on pense à l'Afrique. L'Afrique ne doit pas être dépendante du dollar ou de la devise chinoise. Elle doit être dépendante dans son trade à l'intérieur du continent africain d'elle-même. Les cryptos peuvent être une évolution dans le trade intra-africain. Donc voilà ces changements, ces bouleversements. Ils ont été réglementaires, ils sont de plus en plus technologiques. L'intelligence artificielle est en train de modifier également notre approche. Mais tout ça, pour moi, sont des opportunités. Et il faut savoir effectivement transformer, convertir, reconvertir. Je ne réfléchis pas à ces changements en une économie de staff, de personnel, mais plutôt une opportunité pour orienter les personnels vers les transformations et les nouveaux métiers. D'accord. Et aujourd'hui, le climat est irrémédiablement associé à la finance. Quelles sont les répercussions de cela? Les répercussions, là aussi, c'est un risque et des opportunités. Quand on est mauricien, quand on est un pays îlien, on est directement impacté déjà par le changement climatique. On ne parle plus d'un risque climatique, on parle du changement climatique qui est là aujourd'hui. Et donc, pour nous, finance, c'est comment on accompagne, comment on finance cette transition, cette adaptation au changement climatique. On a besoin, nos clients ont besoin de s'adapter, nos plages souffrent terriblement de l'érosion des côtes. C'est qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner. Nos clients ont de plus en plus des recherches d'énergie renouvelable, comment on les finance. Donc, tout ça, pour moi, ce sont des opportunités de transformation de business. Il y a énormément à faire dans la transition énergétique, dans la transition climatique. Voilà, c'est comme ça qu'on doit aborder pas un risque, mais plutôt une opportunité. Est-ce que tu penses que la MCB a été assez réactive face à cet enjeu? Je le pense. Probablement, si on prend le secteur bancaire mondial, international, on est peut-être un peu plus décalé, un peu plus en arrière, mais je crois que la MCB a pris les bonnes décisions dans son adaptation, dans sa politique de mise en place, et nous avons mis un certain nombre de process, d'offres qui permettent effectivement aujourd'hui d'être une banque active sur notre pays, mais également sur le continent africain, dans la transition énergétique. Comment est-ce qu'on fait la part des choses entre notre responsabilité envers nos actionnaires, qui est très important, et nos responsabilités envers les commitments de sustainability qu'on prend à l'étranger, également importantes, et on ne peut pas le pas prendre. Est-ce que ces responsabilités sont compatibles? Elles sont totalement compatibles, elles sont complémentaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus réfléchir sustainability, responsabilité d'entreprise dans sa société, dans l'économie, et les actionnaires sont demandeurs d'une politique d'engagement, de transplantation, d'une façon de travailler. Et on le voit de plus en plus avec les façons dont les investisseurs regardent les entreprises, les rapports d'aujourd'hui sur les engagements de sustainability des entreprises qui sont un élément de plus en plus décisif dans les choix d'investissement. On vient d'émettre un Sustainability Linked Loan de 400 millions de dollars qui est sur deux aspects du sustainable, le gender avec des engagements de la part de la banque sur atteindre un niveau de 40% de middle et high manager femmes et également sur notre engagement de financer la transition énergétique et la transition sustainable. Donc voilà, ça fait partie d'un plan, c'est un fil rouge de nos activités. Merci beaucoup Thierry d'avoir accepté de te prêter au jeu et d'avoir accepté de nous montrer les différentes facettes de cette banque qui a toujours su se réinventer sans jamais perdre son identité. Et qui a encore beaucoup d'avenir. Absolument. Et merci à vous d'avoir passé ce moment avec nous. Au revoir.
Merci à vous tous. Au revoir.